bonjour, bienvenue dans nos locaux. Je vous laisserai vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, personnellement, je suis Ralph Kundig, je suis membre du comité de l'association Bien Suisse. Cette association soutient le revenu de base et donc j'œuvre au sein de cette association pour faire la promotion du revenu de base. Sinon, je suis aussi web développeur, je fais des sites internet et puis je joue du piano et je donne occasionnellement des petits récitals à gauche et à droite. Je m'appelle Anne-Béatrice Duparc, je suis membre aussi du comité de Bien Suisse depuis 2 ans et impliquée pour le revenu de base depuis 2009 et je suis également travailleuse sociale. Bonjour, mon nom est Philippe. J'ai rejoint l'association Bien en cours d'année passée quand j'ai vu qu'une initiative fédérale avait été lancée pour un revenu de base. Donc j'ai un rôle de militant sur le terrain, donc je vais récolter des signatures et je fais les marchés le samedi matin, etc. Voilà. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, ça fait un petit moment que ça roule, puisque vous me dites que vous êtes là-dedans depuis 2009 déjà. Donc est-ce que vous pouvez peut-être expliquer comment ça a commencé ? En fait, le projet du revenu de base, c'est une idée qui existe depuis très très longtemps et puis il y a un réseau mondial qui lui existe depuis les années 80. Et en Suisse, l'association suisse a été créée en 2001, en Suisse romande. Et donc en fait, l'initiative par contre, elle a été lancée beaucoup plus récemment en 2012, donc en avril de l'année passée. Donc ça veut dire que c'est en réflexion déjà depuis certaines années, vous me dites depuis 2001 en Suisse. Donc ça fait un moment que ça cogite, que ça fait des plans et tout ça pour que ça se mette en place. Voilà, au départ, en fait, l'idée du revenu de base est très discutée dans beaucoup de pays du monde entier. Et en Suisse, là maintenant, on est arrivé depuis 1 an dans une étape qui est vraiment très concrète, qui est de proposer une initiative. Et donc ça veut dire que maintenant, c'est un sujet dont chaque personne peut s'emparer, auquel chaque personne peut s'intéresser. Et c'est très différent, parce que c'est plus juste une idée. C'est vraiment un projet pour lequel on peut s'engager et se dire est-ce que j'ai envie de ça, moi aussi, comme société ? Est-ce que j'ai envie d'un revenu de base ? Est-ce que j'ai envie que chacun ait ce socle de sécurité sur lequel s'appuyer pour ensuite construire sa vie et choisir la manière dont il a envie de vivre. Alors justement, on parle du revenu de base. Qu'est-ce que c'est le revenu de base ? Le revenu de base, c'est une allocation, en fait, c'est un socle de revenus qui sera alloué à tout le monde, inconditionnellement. Et inconditionnellement, c'est donc différent de tout ce qu'on connaît actuellement comme système de prestations sociales. Dans quel sens est-ce que c'est inconditionnel ? C'est dans le sens que c'est alloué à la personne et pas par cercle familial, ce qui est déjà une grande différence. Donc chaque personne le reçoit, quelle que soit sa situation familiale. C'est aussi inconditionnel parce que c'est versé aux personnes indépendamment de toute considération de revenus, c'est-à-dire que les gens soient riches ou pauvres, tout le monde le reçoit. On n'est pas en train de contrôler les gens pour savoir si les personnes sont assez pauvres pour le recevoir. C'est un droit humain, c'est donc pas une prestation sociale. Et puis enfin, c'est aussi inconditionnel parce qu'on n'exige aucune contre-prestation. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas obligées de prouver qu'elles recherchent du travail ou qu'elles font une occupation en contrepartie du revenu de base. Donc c'est un système qui est vraiment très très différent de tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a poussé en Suisse, vu que la majorité des gens disent qu'en Suisse on est quand même privilégié, qu'est-ce qui a poussé à ce qu'il y ait des gens qui pensent à ce revenu de base ? Qu'est-ce qui a fait, qui a changé pour qu'on se dise oui, en Suisse aussi on pourrait penser au revenu de base ? Il y a sans doute plusieurs raisons. D'abord, le projet de revenu de base, c'est un projet international, c'est-à-dire que c'est discuté dans différents réseaux dans le monde entier. C'est aussi une idée qui est relativement avancée en Allemagne et la Suisse est largement connectée à l'Allemagne par sa partie allemande. Donc comme on en a déjà beaucoup entendu parler en Allemagne, en Suisse allemande on connaît l'idée. Et le groupe qui a lancé l'initiative à la base est surtout d'origine suisse-allemande, donc connecté à ces réseaux germaniques. Et maintenant, il y a encore une autre raison pourquoi c'est lancé en Suisse, c'est qu'en Suisse, en fait, la Suisse est un des rares pays où le citoyen a vraiment le privilège de pouvoir s'exprimer sur les lois par le biais de la démocratie directe. Donc, c'est un terrain rêvé pour pouvoir lancer ce projet.
Vous avez dit que ce serait donc aucune condition pour les gens pour toucher ce revenu de base. Mais il y aura quand même la condition d'être suisse, d'habiter en Suisse depuis un certain temps. Comment ça va se passer ? Alors là, on met le doigt sur une question importante. En effet, le revenu de base est inconditionnel avec une petite exception, une toute petite exception, c'est la question de la domiciliation. C'est-à-dire que pour recevoir le revenu de base, le principe c'est qu'il faut résider dans le pays dans lequel il est donné. Mais par contre, il est donné pas seulement en Suisse, il est donné aussi à toute personne qui est établie de manière régulière dans le pays, donc aussi les étrangers, mais on prévoit un délai de latence, c'est-à-dire qu'il ne va pas être donné tout de suite parce que sinon ça poserait des problèmes d'explosion de l'immigration. En fait, le principe, c'est d'établir un délai d'attente suffisant pour que les conditions d'immigration ne soient pas changées ni dans un sens ni dans un autre. En réalité, le revenu de base ne devrait pas changer ces conditions d'immigration ni en bien ni en mal. Donc vous parlez de l'immigration, mais ça voudrait dire que donc les gens qui viendraient ici pour éventuellement avoir un permis de travail pourraient aussi après un certain laps de temps, pouvoir toucher ce revenu de base. Alors d'une part, les personnes qui viennent ici pour travailler toucheraient le revenu de base aussi, donc après ce délai d'attente, qu'on évalue actuellement environ à 5 ans, mais qui sera à discuter au niveau du Parlement. Dans ce laps de temps, il y a différentes options aussi pour que les personnes qui viennent, les travailleurs étrangers, reçoivent une part du revenu de base intégrée à leur salaire, pour qu'elles ne soient pas défavorisées par rapport aux acteurs suisses du marché du travail. Mais tout ça, c'est des questions qui sont à régler au niveau de la loi d'application et qui sera discutée au niveau parlementaire et aussi avec les milieux concernés. On a vu que ça faisait déjà un petit moment que c'était en discussion. Pourquoi maintenant on le lance ? Je crois que la société est mûre pour ça, en fait. Il faut voir que c'est une idée qui a déjà été étudiée depuis les années 50, donc après la guerre, mais les conditions n'étaient pas rêvées pour instaurer ça. On était encore dans une économie de plein emploi où tout le monde pouvait prétendre avoir un travail. Maintenant, on s'oriente actuellement vers une société où on ne peut plus garantir à tout le monde un travail. Ça devient de plus en plus dur, les taux de chômage augmentent à peu près partout. Les gens diminuent plutôt leur activité, ils travaillent de moins en moins, à temps partiel, etc. Donc en fait, ça devient pratiquement plus possible de garantir à une personne d'avoir un revenu que basé sur son activité de travail. Donc l'idée maintenant, c'est de dire, on sépare une partie du revenu qui est le revenu de base, qui permet une insertion au niveau social-économique, garantie pour chaque individu. Donc ça donne une sécurité, une liberté aux gens. Et à côté de ça, on a le revenu du travail. On peut aussi faire ça parce qu'on est dans une économie qui fonctionne bien. On est dans une économie qui produit de la richesse, une partie de ce qui était avant du travail pour les gens, maintenant est fait par des machines. Donc en fait, c'est les machines qui travaillent. Mais il n'y a pas de raison de ne pas bénéficier du revenu de ce travail-là aussi. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est de dire on a automatisé le travail, ok, il y a moins besoin de travailler, on ne peut plus garantir du travail pour tout le monde, sauf à forcer les gens à faire n'importe quoi comme travail qui ne les intéresse pas puis qui ne sert à rien. Donc plutôt que de pousser les gens à faire du travail qui ne les intéresse pas puis qui ne sert à rien, on dit on organise la société de manière à garantir ce revenu de base indépendamment du revenu du travail. Et ensuite, les gens, ils travaillent en fonction de leurs objectifs, en fonction de ce qu'ils ont envie de mettre en place, de développer, d'avoir comme possibilité de dépense aussi. Mais je pense que le moment est venu maintenant, puisque justement, on se rend compte que garantir le plein emploi, on voit ce qui se passe dans les pays autour de nous, c'est un gros débat, mais il n'y a pas de solution pour ce débat. Donc, pour nous, la solution, c'est de changer les règles de fonctionnement au niveau de la société. Donc c'est un peu une solution pour la crise qui est un peu partout maintenant dans le monde. Mais justement, vu qu'on parle de crise, donc il y a moins d'argent, donc comment on va pouvoir financer ce revenu de base ? En fait, il n'y a pas moins d'argent, simplement il est mal réparti. On sait bien que dans les périodes de crise, le commerce du luxe se porte aussi bien que jamais. Et donc, ce n'est pas qu'il y a moins d'argent, comme disait
Philippe, c'est plutôt qu'il est mal réparti. Et d'ailleurs, il y a une interdépendance, parce que s'il y a crise, une des causes, c'est aussi parce que l'argent est mal réparti. Et puisque l'argent est mal réparti, ça signifie qu'il y a une disparition des classes moyennes et aussi une paupérisation de la population. Ce qui veut dire aussi une chute du pouvoir de consommation dans ces classes de société, ce qui entraîne aussi finalement une baisse de la demande et une baisse de la productivité. Donc ça introduit ainsi les mécanismes de la crise. C'est pour ça que le revenu de base peut d'une certaine manière aussi porter une forme de solution aux problèmes de crise. Et aux gens qui vont vous dire, ok, c'est bien joli, on va tous toucher une certaine somme, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est pas encore défini exactement. Mais là, vous dites que le commerce de luxe, il marche jamais aussi bien quand on est en période de crise et tout ça. Donc, aux gens qui vont se dire, ok, ben moi, ça va vraiment me changer la vie d'avoir ce revenu de base. Mais pourquoi la personne qui est déjà bien au-dessus de tout ça va toucher la même chose comme revenu de base? Pour ces gens, ça va pas être logique. Pourquoi c'est inconditionnel? C'est-à-dire pourquoi est-ce que tout le monde le touche, même les personnes aisées? C'est une question qu'on nous pose bien sûr régulièrement, mais c'est la seule... en fait, c'est extrêmement important que le revenu de base soit alloué inconditionnellement à tout le monde, parce que sinon on revient dans le même système que maintenant. C'est-à-dire que si on commence à faire une séparation, qui peut le toucher, qui ne peut pas le toucher, on maintient tout le système de contrôle, toute cette bureaucratie très très lourde dont la principale tâche c'est de contrôler et surveiller les gens. Donc de donner à tout le monde, ça permet d'éviter cet aspect-là, ça permet d'éviter aussi que les personnes qui touchent le revenu de base soient considérées comme des profiteurs. Ça élimine aussi tout cet aspect d'humiliation, de culpabilité, le sentiment d'exclusion. Maintenant, en ce qui concerne le financement, il faut bien considérer qu'il faudra financer le revenu de base et que même s'il y a une part large du financement du revenu de base qui est déjà prévue, c'est-à-dire qui viendra d'un transfert de l'aide sociale actuelle et puis un transfert du travail, il y aura une petite partie qu'il faudra sans doute fiscaliser. Et il est probable que les personnes aisées contribueront davantage que les autres. Mais tout ça, ça sera quand même à discuter au niveau de l'application. Mais vous avez quand même des idées par rapport à justement comment on va prendre cet argent. Vous dites qu'il y a une partie qui sera prise de ce qui est chômage et ce qui est déjà au social maintenant. Voilà. Là, une partie sûrement sur les impôts. Alors, si vous voulez des détails, rentrons dans le vif du sujet, bien que ça risque d'endormir certains, mais on va quand même... En gros, on prévoit... Alors, il y a une forme de consensus pour penser qu'on va obtenir environ un transfert de 60 milliards. Bon, d'abord, parlons du chiffre. Pour allouer 2500 francs par personne pour toute la Suisse, ainsi qu'on prévoit environ 1000 francs pour les mineurs, ça fera un coût de quelques 200 milliards par année pour la Suisse, pour le budget de la Suisse, qui a un budget total d'environ 600 milliards, enfin sur les mesures prises en 2010. Donc à peu près un tiers du PIB. Et pour financer ces 200 milliards, donc il y a un consensus pour qu'on puisse récupérer environ 60 milliards des prestations sociales actuelles. C'est un consensus dans les différents milieux concernés, même Économie Suisse s'est prononcée sur ce montant-là. Ensuite, on prévoit quelques 110 milliards de travail d'argent, enfin de francs, qui vont être transférés du travail. Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, il faut bien comprendre le principe. Le revenu de base, ça ne va pas être de l'argent en plus pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde le touche, mais on prévoit que les salaires vont s'adapter. C'est-à-dire que le revenu de base va surtout soutenir les bas salaires. Mais dès qu'on monte dans l'échelle salariale, on prévoit que le salaire va venir en complément du revenu de base. Je donne un exemple concret. Par exemple, quelqu'un qui touche aujourd'hui 8 000 francs, avec le système du revenu de base, il touchera toujours 8 000 francs, mais au lieu de les toucher uniquement de son employeur, il touchera par exemple 5 500 francs de son employeur qui s'additionneront aux 2 500 francs touchés par le revenu de base. Ce qui fait que pour lui, la situation ne changera pas. Quant à l'employeur, les 2 500 francs qu'il ne versera pas à l'employé, il pourra les verser au fond du revenu de base. Il devra les verser. Il devra. Mais il y a plusieurs modèles pour ce procédé. Il y a un modèle qui propose que l'employeur continue à verser 8 000
à l'employé et que l'employé, lui, versera au fond du revenu de base s'il n'en a pas besoin. Mais bon, tout ça, ça se discute, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 110 milliards qui vont de toute façon se transférer du travail au profit du revenu de base. Et il reste une différence d'environ 30 milliards, si on fait le calcul, 60 plus 110, voilà. Et ces 30 milliards, alors il y a plusieurs approches aussi pour le financer. Il y a une approche de répartition sur le gain des entreprises ou sur la TVA ou sur un impôt fédéral direct. Et c'est à ce niveau-là que ça va jouer, où on prévoit qu'il y aura sans doute une contribution un peu supérieure des hauts revenus. Voilà. Donc on peut imaginer que il n'y aura pas forcément de grosses hausses de TVA pour combler... parce que ce serait presque logique que ça soit là-dessus qu'il soit pris il y a partie du financement. Bah, disons, l'intérêt de prendre sur la TVA, c'est que grâce au revenu de base, chacun peut rester inséré, puisqu'il a un revenu, il continue à dépenser de l'argent. Donc en dépensant de l'argent, ben, on contribue en fait à cotiser, si on veut bien, par la TVA au financement du revenu de base. Donc c'est quelque chose d'assez juste. C'est comme actuellement on cotise sur le travail, et ben là on cotise sur la consommation. Ce qui est quelque part aussi assez intéressant, parce que plus on consomme, plus on cotise. Donc effectivement, il y a une partie qui serait certainement prise aussi sur la TVA, mais il faudrait ensuite que ce soit ajusté par rapport à la fiscalité ou d'autres choses comme ça. Le point important, si je peux juste me permettre d'ajouter, c'est de comprendre que finalement, ça ne va pas coûter énormément plus cher que le système actuel, que ce n'est pas un pouvoir d'achat supplémentaire de 2500 francs à toute la population, parce que sinon ce serait impensable comment le financer. Voilà. On sait déjà qu'il y a pas mal de changements qui ont été faits, il y a pas mal de gens qui ne travaillent pas. Vous ne pensez pas que justement de se dire Yahoo, j'ai déjà 2500 francs chaque mois qui tombent, et puis s'ils ont des enfants, c'est clair que ça peut faire un salaire conséquent qui rentre dans le ménage, qu'il y ait certaines personnes qui se disent maintenant avec ce que j'ai, moi et les enfants, j'ai plus besoin de travailler. Alors c'est clair que ça c'est une possibilité. La question c'est de savoir, moi je connais beaucoup de gens qui ont besoin de s'arrêter un moment aussi. Donc ça permet de s'arrêter un moment. Et ça je pense c'est important. Dans une vie professionnelle c'est souvent intense, hein. On demande beaucoup maintenant au niveau du travail. Donc beaucoup de gens ont besoin à un moment de faire un break, une pause, quelque chose. Donc ça, on peut le faire. C'est déjà bien. Un jeune qui veut se lancer dans une formation, ça remplace une bourse d'études, il peut le faire. Ça offre beaucoup de possibilités. Après, quelqu'un qui dirait « je ne veux jamais travailler dans toute ma vie ». Bon, ok, mais est-ce que c'est... Donc, socialement, le travail, ça reste quand même quelque chose qu'on fait pour les autres, donc c'est assez important. Et bien sûr qu'on pourrait prendre l'option de dire maintenant j'arrête, je ne fais plus rien, mais ça veut dire aussi que un jeune, je parlais avec des jeunes qui disaient mais j'ai plus besoin de faire d'apprentissage, moi avec ça j'ai assez de quoi vivre. Je dis mais tu as assez de quoi vivre pendant combien de temps? 3, 4, 5 ans. Ok, pendant 5 ans tu fais rien, tu vis de ton revenu de base. Après qui c'est qui va vouloir travailler avec toi? Quel employeur va vouloir de toi si pendant 5 ans tu n'as rien fait d'autre que de vivre de ton revenu de base sans rien développer? Par contre, quelqu'un qui pendant 2-3 ans n'aura pas travaillé mais aura développé quelque chose, aura appris aura fait par lui-même un apprentissage, aura développé quelque chose qui pourra ensuite valoriser au niveau du travail, celui-là va retrouver du travail et va pouvoir ensuite s'engager au niveau du travail. Donc il faut le voir peut-être aussi comme ça, c'est une chance, c'est une possibilité. Maintenant, quelqu'un qui voudrait vivre toute sa vie sans travailler, j'ai pas l'impression qu'on trouverait beaucoup de monde comme ça. Bon, il y a eu des sondages qui ont été faits, on se rend compte que les gens, quelque part, le travail, ils en ont besoin aussi. On a envie de voyager, on a envie de peut-être s'acheter un petit peu quelque chose, une voiture et tout. Le revenu de base, il ne doit pas servir à couvrir tous les besoins. Il doit servir à couvrir uniquement les besoins de base, en fait. Et qui se contente actuellement que des besoins de base, j'entends. On a tous envie d'autre chose aussi. Et c'est ça qui va pousser les gens quand même à travailler aussi. Oui, je pense que c'est important aussi de se rendre compte que quand on pose la question « mais qui voudrait encore travailler ?» En fait, quand on pose cette question, souvent on pense que les autres arrêteront de travailler. Enfin, quand on demande aux gens,
à 80%, ils disent « Ah, mais je suis sûre que mon voisin arrêtera de travailler ». Puis quand on leur demande à eux « Et vous, est-ce que vous continuerez ?» Ils disent « Ben oui, moi je continuerai ». À 60%, ils disent « Je continuerai de la même manière ». À 30%, ils disent « Ben peut-être que je continuerai, mais je travaillerai un peu moins ». Et il y a seulement 10% des gens qui disent « Ben moi, en tout cas pour un moment, je ferai rien du tout ». Et donc en fait, on a une idée qu'on a bien intégrée à l'intérieur de nous, que les autres ne feront rien. Et c'est un peu une sorte de méfiance qu'on a à l'égard des autres, alors qu'en soi-même, on a confiance et on se dit « mais moi, je continuerai ». Parce que je pense que chacun, au fond de lui, se rend compte qu'il a envie de faire des choses et qu'il y a des choses qu'il aime dans la vie, auxquelles il a envie de se consacrer, qu'il a envie de partager même avec d'autres. Et c'est ça le moteur en fait qui fait qu'on a envie de faire des choses, c'est qu'on aime faire des choses. Mais je pense aussi qu'on est dans un système maintenant qui est difficile pour beaucoup de gens et aussi beaucoup pour les jeunes, où ils savent pas très bien dans quelle direction aller, ils savent pas très bien quelle place ils pourraient trouver. Et du coup, ils sont aussi peut-être découragés et ils disent « ben j'ai rien envie de faire ». Mais c'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas se représenter de quelle manière ils pourraient s'intégrer d'une manière qui ait du sens pour eux. Et avoir un revenu de base, c'est donner la possibilité en fait de pouvoir créer sa vie comme on a envie et de se projeter et de faire réellement un projet de vie et de le construire et de se dire peut-être pendant 2 ans je pars en voyage parce que c'est ça que j'ai envie de faire et puis quand je reviens, ce que j'aurais acquis là, j'aurais peut-être envie de leur donner d'une autre manière. Enfin, il y a plein de manières de contribuer, il y a plein de manières de travailler, il y a plein de manières de faire des choses utiles socialement. Mais je pense qu'on a une définition du travail qui est très étroite en fait dans notre société et qu'on doit la revisiter un petit peu. Donc en fait c'est la guerre au vieux schéma aussi. On est aussi très endoctriné dans le sens où on travaille, on sait qu'on doit travailler et tout ça, donc c'est aussi les vieux schémas. Et on a l'idée que le travail en fait c'est ce qui rapporte de l'argent. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on doit casser, c'est ce lien en fait entre travail et argent. Et c'est ça qui permettra en fait de redonner véritablement sa valeur à l'activité et au travail. Parce que, on en parlait avant de venir ici, et c'est quoi le travail? Qu'est-ce qui est du travail? Est-ce qu'élever ses enfants, c'est un travail? Ou pas? Je vois que oui. je pense aussi, et c'est un travail terriblement utile et qui a de la valeur, mais auquel souvent on ne peut pas se consacrer parce que justement on doit gagner sa vie. Et voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travaux utiles, au contraire, auxquels on pourra se donner de manière plus libre. Donc ça, moi je le sens fort dans ce que vous dites et tout ça, de ce côté, en tout cas, confort pour les travailleurs, pour les femmes, pour les hommes, en fin de compte, de pouvoir avoir une autre facilité de vie. Mais par contre, est-ce que vous ne pensez pas que tout ça, ça poussera peut-être les patrons à se dire « Ah ben, tiens, du coup, comme on en parlait avant, on a un réajustement des salaires, de se dire « Tiens, vu qu'ils ont un meilleur confort, ils touchent quand même 2500 francs et puis en plus ils ont des enfants, donc ça fait ça. Donc en fin de compte, voilà, maintenant moi je baisse mes salaires parce qu'en fin de compte, il y a de toute façon cette sécurité derrière. Donc est-ce que c'est pas un risque? Mais il y a un risque, mais comme dans toute chose, il y a toujours un risque et une opportunité. Donc là, le risque, effectivement, il est là. Mais par contre, on peut très bien imaginer qu'il y ait des mesures qui soient prises pour que si un patron a envie de baisser ses salaires pour augmenter ses bénéfices, qu'il y ait une contribution au revenu de base qui soit prise sur les bénéfices, telle que ça ne vaut pas la peine d'augmenter les bénéfices sur le salaire des employés. Donc ça, c'est un risque, mais qui peut, à mon avis, être contenu par des mesures appropriées. Par contre, l'avantage que je vois, moi, et puis qui peut intéresser autant la gauche que la droite, c'est en termes de création d'emplois. Parce qu'un employeur qui ne peut pas lancer une activité économique parce que ce n'est pas rentable, avec le revenu de base, il pourra la lancer. Parce qu'il pourra payer un salaire pas très élevé, peut-être au départ, notamment une entreprise qui démarre au début, elle n'est pas rentable tout de suite. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est difficile de démarrer en Suisse avec une nouvelle entreprise. Avec un revenu de base, peut-être qu'on va pouvoir payer pendant quelques années des employés avec des salaires assez bas, mais l'activité, elle peut quand même se déployer, elle peut quand même se mettre en place. Puis au bout de quelques années, peut-être ça va devenir rentable et puis on va pouvoir monter les salaires, etc. Donc ce revenu de base, c'est aussi une chance pour l'économie parce que ça permet peut-être de maintenir des emplois
qui sinon seraient délocalisés dans d'autres pays, ou de créer des nouveaux emplois qui n'auraient jamais vu le jour parce qu'ils n'étaient pas suffisamment rémunérés. Donc il y a un risque. Il y a un risque que certains patrons veuillent profiter en baissant les salaires pour gagner plus. Mais ça, ma foi, il faut que les gens se battent pour éviter que ça se passe. Et il y a aussi une grosse chance, c'est qu'on va créer plus d'emplois puis maintenir des emplois en Suisse. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre dans la balance. Et si maintenant je vous dis, tout ça c'est bien joli, elle travaille au noir. Le travail au noir, en principe, il va être un peu défavorisé à la situation actuelle puisqu'on prévoit une adaptation des salaires pour compléter le revenu de base et les travailleurs noirs ne touchant pas le revenu de base, donc ils n'auront pas le même avantage, c'est-à-dire que le niveau de salaire risque d'être un peu plus faible pour eux, mais ça c'est encore à voir dans les conditions pratiques. Par contre, il faut bien comprendre que le revenu de base permet un partage du travail. Dans une situation économique qui ne permet plus de garantir le plein emploi. Et ça, c'est très important. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont faire le choix de ne pas travailler pour s'occuper d'autres personnes, pour avoir des activités bénévoles, pour se former, pour s'occuper d'enfants. Et toutes ces personnes qui choisissent de ne pas travailler, qui se contenteront du revenu de base, vont libérer autant de places du travail. Ce qui veut dire que ça va rééquilibrer le marché du travail. Et ça, c'est un point qui est très très intéressant. Ça veut dire que ça renforce, ça consolide la position des demandeurs d'emploi par rapport aux employeurs. Et cet aspect-là, à notre sens, garantit qu'il n'y aura pas de dumping salarial, parce que les employeurs auront un peu moins de facilité à trouver des employés qui, bénéficiant déjà du revenu de base, pourront décider, tiens, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ce travail en plus de mon revenu de base? Voyons, on s'est payé 500 francs pour un plein temps. Non, non, ça ne va pas du tout. Je veux dire, mon revenu de base suffit largement. On sait qu'en Suisse, on est quand même favorise pas mal les patrons. On est quand même assez de droite. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, quand vous allez arriver avec ces 100 000 signatures et tout ça, il y a certains qui vont vous tirer la sonnette d'alarme en vous disant « Et nous, les patrons, vous pensez à nous ?» qu'eux, ils ne sont pas défavorisés, puis que justement, ils cassent cette initiative et tout ça en disant que pour eux, ça ne leur rapporte rien, en voyant peut-être leur charge salariale augmenter ou… Est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est une certitude? C'est-à-dire qu'il y aura de toute façon des personnes qui seront contre pour différentes raisons, pas forcément que les patrons. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre, à peu près dans tous les horizons politiques, pas nécessairement à droite ou à gauche. Maintenant, pour ces questions précises, ça dépend, parce qu'en fait, le revenu de base introduit un principe, une autre manière de fonctionner, une manière beaucoup plus simple de distribuer finalement une part de la richesse produite à tout le monde. Maintenant, suivant comment est-ce que ça va appliquer, ça peut plutôt favoriser les uns plutôt que les autres. Et tout ça, ça va être plutôt une question de mise au point au niveau de la loi d'application. Donc on ne peut pas vraiment dire maintenant déjà qui sera pour et qui sera contre, clairement. Donc de toute façon, par rapport à comment vous amenez ça, les patrons ne sont pas non plus défavorisés. Moi je crois qu'il y a quand même un point qu'il ne faut pas perdre de vue. Si on regarde ce qui se passe dans les pays voisins, la Suisse, on a été encore épargné jusqu'à présent. On n'a pas eu une crise aussi grave que dans les pays voisins. Mais on n'est pas à l'abri non plus. Donc on voit quand même que le taux de chômage augmente, que les gens qui sont payés de moins en moins bien augmentent. C'est une réalité. On l'a vu encore dans les journaux ce matin. Un Suisse sur 10 gagne moins de 4 000 francs par mois, donc on n'est pas à l'abri de cette évolution-là. Donc là, moi je pense qu'il y a quand même aussi une chance pour l'économie, c'est qu'avec un revenu de base, on garantit l'insertion économique de tous les individus. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? C'est que la part des gens qui ont plus de revenus a tendance à augmenter très rapidement. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais elle augmente très rapidement et ces gens-là ne dépensent plus rien. Ces gens-là sortent de l'économie. Donc pour l'économie, c'est mauvais ça. C'est des gens qui ne dépensent plus rien, qui ne consomment plus rien, qui font baisser la production et si cette part de population ne fait qu'augmenter, eh ben, l'économie se met dans une spirale qui va vers le bas. Et ce n'est pas le but pour les patrons. J'entends les entreprises, elles ont besoin que chaque individu reste un consommateur. Et le revenu de base permet à chaque individu de rester consommateur pour ses besoins de base. Et je crois que c'est autant bien pour l'individu que pour l'économie.
Il y a encore un petit point, si je peux me permettre d'ajouter. C'est tout à fait intéressant pour les patrons que les gens qui travaillent sont des personnes qui sont vraiment motivées à travailler. Parce que plusieurs patrons que j'ai rencontrés ont signé l'initiative parce qu'ils se plaignent qu'ils ont des personnes qui travaillent juste parce qu'ils ont besoin de l'argent et qui ne s'intéressent absolument pas à leur boulot et que finalement, quelque part, ils les payent pour rien faire, enfin presque pour une activité symbolique. Et un autre exemple de l'intérêt pour les patrons, c'est par exemple l'exemple de l'entrepreneur allemand Götz Werner. C'est un entrepreneur allemand qui est en fait fondateur et puis le PDG de la première chaîne de drugstore en Allemagne, en Autriche et encore dans d'autres pays. Et lui s'est prononcé tout à fait pour le revenu de base parce que pour lui aussi, il pense que le revenu doit venir avant le travail et qu'il compte, en fait, lui, il joue la carte de la motivation des employés au sein de l'entreprise. Et de son expérience, ça pourrait fonctionner beaucoup mieux comme ça. Et comment ça se passerait? Est-ce que le chômage existerait quand même toujours, vu que ces gens-là toucheraient quand même un revenu de base, ils travaillent, mais le jour où ils perdent leur emploi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça serait quand même complet? Est-ce qu'il y aurait une perte de gain? Oui. Qu'est-ce qui change? En fait, c'est relativement simple. Le revenu de base, il va remplacer toutes les prestations sociales jusqu'à la hauteur de son montant. Cela veut dire que ça va servir de socle de base minimum. Maintenant, si on prend par exemple le chômage ou l'AI, c'est calculé en fonction du gain. Alors maintenant, il y a plusieurs cas de figure. Soit on conserve le système actuel et le revenu de base ne remplace que la partie de socle et les prestations continuent ensuite à verser le SU, enfin ce qui manque. Ou alors on peut, pour le chômage en particulier, on peut envisager, c'est à discuter peut-être ultérieurement, éventuellement faire une assurance non obligatoire ou voire même des assurances privées. Il y a différentes options, mais qui sont alors pas du tout encore à l'ordre du jour. C'est à voir plus tard dans l'application, parce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où quelqu'un a son minimum vital qui est assuré, le SU, ça peut devenir une option, c'est-à-dire on va s'assurer parce qu'on a un plan de vie, par exemple on veut acheter une maison, ou on veut fonder une famille, et puis on veut avoir des garanties. Maintenant, peut-être tout le monde n'a pas ce besoin, alors tout ça c'est à voir. Ouais, juste pour résumer, donc le revenu de base sera, enfin on prévoit que c'est un montant de base de 2500 francs, qui sera sans doute un peu différent, mais c'est la base. Et donc les assurances complémentaires, comme le chômage, persisteront. Ça veut dire que quelqu'un qui est au chômage aura une compensation pour la perte du gain qu'il subit parce qu'il est au chômage. Le revenu de base ne vise pas à remplacer toutes les prestations. Sauf que le chômage est alloué que pour une période déterminée. Et au-delà, il tombe. Ouais. Donc c'est ça aussi la différence entre le revenu de base inconditionnel, c'est lui, il tombe jamais en fait, alors que les prestations d'assistance sociale, elles ont une durée limitée dans le temps, puis au bout d'un moment elles s'arrêtent. Et puis elles sont conditionnelles. Donc c'est ça la différence, mais ça les exclut pas. Donc ça c'est une des craintes de la gauche, c'est que le revenu de base amène à un démantèlement de l'assistance sociale ou des assurances sociales. Nous, on dit non, ce n'est pas un démantèlement des assurances sociales. Les assurances sociales peuvent rester pour la part, justement, qui n'est pas couverte par le revenu de base. Mais ces assurances sociales, elles ont toujours une durée déterminée. Donc, il arrive à un moment donné, si la personne n'a pas retrouvé du travail, elle se retrouve sans rien. Et on voit que c'est des cas qui se présentent de plus en plus. Et donc, d'augmenter la couverture d'assurance sociale tout le temps, c'est quelque part le même problème de financement que celui du revenu de base. C'est-à-dire on a à nouveau 30 milliards à trouver pour couvrir l'augmentation des assurances de base. Donc le problème est le même, simplement nous on prend la chose sous un autre angle en fait. Et maintenant, parlons peut-être des gens qui arrivent gentiment aussi à l'AVS. Comment ça va se passer pour ces gens-là? Parce qu'on sait qu'en Suisse aussi, on en parle aussi beaucoup, c'est que la population vieillit. Bon, on sait que peut-être avec ça, ça arrangera quand les jeunes trouveront peut-être plus facilement du travail, auront peut-être envie de faire d'autres choses qu'ils n'ont pas forcément besoin maintenant. Mais pour ces gens-là, qu'est-ce qui va changer en fait? C'est vrai qu'on a une population importante, il me semble, je crois quelques 24% de la population suisse est bénéficiaire de l'AVS. Mais bref, de toute manière, le revenu de base va se substituer à l'AVS. En réalité, on peut presque voir le revenu de base comme un AVS depuis le départ.
Et puis ça sera Donc, pour certaines personnes plus conséquent voilà, que ça touche déjà maintenant. Oui, donc Ils de ce toucheront côté- plus que l'AVS. Ouais. Donc en fait, le système du revenu de base, c'est un peu comme une caisse AVS, rente AVS, mais qui est versée pendant toute la vie, en fait, depuis la naissance jusqu'à la mort. Et en fait, donc le système AVS, il n'existera plus en tant que tel. Alors ça pose un problème des fois aux gens qui disent oui, mais moi j'ai cotisé toute ma vie pour payer mon AVS. Mais en fait, c'est pas vrai parce que ce qu'on remarque, c'est que c'est les actifs qui cotisent pour les gens qui sont à l'AVS. Et actuellement, la proportion d'actifs qui cotisent pour les retraités, elle diminue proportionnellement toujours plus. Donc ça crée de toute façon un problème aussi de financement de cette caisse AVS. Donc là, je crois qu'il faut maintenant perdre cette idée qu'on cotise pour notre vieillesse avec notre travail. Il faut plutôt dire que l'AVS va être couverte par ce revenu de base qui est ce droit acquis depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est vraiment une autre manière de voir les choses. Et justement, vous ne pensez pas que aussi le fait que si ça passe ici en Suisse, vu qu'on voit qu'en Europe, c'est sacrément dur, l'Italie, vous en avez parlé, l'Espagne, le Portugal et tout ça, est-ce que ça risque pas justement d'engendrer des changements de pays, enfin, où les gens ils se disent tiens, de toute façon maintenant, voilà, le paradis, on en parlait déjà il y a bien des années en arrière, le paradis c'est la Suisse, donc ça ne sera pas d'autant plus le paradis mondial avec ça? Je vous rassure, il y a une initiative européenne qui a été lancée en début d'année pour le revenu de base inconditionnel aussi. Donc l'Europe peut se doter aussi d'un revenu de base inconditionnel. Donc si tous les pays l'ont, il n'y aura plus de raison de passer d'un pays à l'autre pour l'obtenir. On en a discuté un petit peu avant hors antenne. Vous m'avez dit que ça se passe aussi dans le monde, pas qu'en Europe ni en Suisse. Est-ce qu'il y a déjà des pays où ça fonctionne, où ils sont déjà avec un revenu inconditionnel, ou bien c'est vraiment mondial, mais c'est en train de se mettre en route? En fait, il n'y a pas vraiment de pays où c'est institué au niveau national. Il y a eu des expériences qui ont été menées dans différentes villes, aux États-Unis, au Canada, aussi en Namibie, en Inde. Et donc c'est toujours ce revenu de base est attribué localement et à une certaine quantité d'individus. Et on observe avec un revenu de base, on observe des résultats positifs en fait. Par exemple, dans les pays africains ou en Inde, on observe que il y a une baisse de la criminalité, il y a une hausse du taux de scolarité, il y a aussi un effet de création d'entreprise en fait, parce que le revenu de base a un effet de soutien et de permettre aux gens tout à coup de se lancer dans une activité alors qu'auparavant ils ne pouvaient pas. Là, ils peuvent investir en fait dans quelque chose. Donc il y a tout un tas d'effets positifs qui ont été observés. Et après, il y a un pays aussi qui a une rente qui est allouée comme ça aux citoyens, c'est l'Alaska. Alors eux, c'est vraiment institué et chaque personne touche chaque année un revenu de base qui ne permet pas de fonctionner parce que c'est $1000 pour l'année, c'est une redistribution en fait des produits pétroliers de l'Alaska. Et voilà. Et il y a aussi en fait une forme de revenu de base en Iran également. Et puis, question avancée de revenu de base, il a été aussi voté et introduit par le Parlement brésilien en 2004. En 2004, le Parlement brésilien a donné mandat à l'exécutif, au gouvernement brésilien, de l'introduire graduellement dans tout le Brésil, ce que le gouvernement a commencé à faire. Le Brésil a eu jusqu'à présent quelque chose de presque équivalent, mais pas tout à fait, ce qui s'appelle la Bolsa Familia. C'est une prestation qui est allouée à toutes les familles dont les enfants s'éduquent, vont à l'école. Et donc le revenu de base est destiné à se substituer à ce système. Moi, à vous entendre tout ça, je pourrais dire que c'est génial et puis j'aurais envie de signer tout de suite. Juste. Ça tombe bien, on a des feuilles. C'est tout juste. Merci, oui. Mais justement, pour les gens qui hésitent encore, qui se disent waouh, c'est génial quand même et tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour leur dire ben voilà, en fin de compte, tu n'as plus d'autres raisons que de signer cette initiative? Je pense qu'il y a un argument aussi important pour signer l'initiative, c'est parce que c'est une de ces rares initiatives qui n'est pas le produit d'un groupement politique ou d'une autre grande organisation. Ça fait partie de ces initiatives qui est vraiment l'œuvre d'un groupe de citoyens et elle se propose de lancer un débat
qui, à notre avis, profitera à tout le monde. Donc, on ne peut pas se faire l'économie de se reposer la question de qu'est-ce que c'est que la valeur du travail et comment est l'évolution de l'économie et comment est-ce qu'il faut s'organiser par rapport à ça. Alors, beaucoup de personnes signent l'initiative, même pas forcément parce qu'elles sont totalement convaincues du revenu de base. Je pourrais vous dire même que personnellement, suivant comment est la loi de l'application, peut-être que je voterai contre. Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'avant tout, il est très important que ce débat soit lancé. Puis ensuite, qu'on puisse voir vraiment, avec tous les intervenants, un peu le pour et le contre, les différents facteurs à tenir compte, les considérations. Et dans ce sens-là, par exemple, nous avons une liste de personnalités qui sont en faveur sur notre site internet. Et par exemple, récemment, nous avons pu ajouter l'inscription de l'ex-président du Conseil d'État genevois Guy Olivier Second, qui était PDC, voilà, ou qui est toujours, et qui lui s'est prononcé pour l'initiative fédérale parce qu'il pense effectivement qu'on ne peut pas se faire l'économie de ce débat de société. Donc c'est quand même un débat important dans le sens où l'économie comme elle va, elle ne peut pas continuer comme ça. Et s'il n'y a pas quelque chose qui change, donc en fin de compte, ce que vous amenez comme initiative, c'est vraiment pour qu'il y ait une réflexion sur ce qui peut se passer pour l'avenir, voilà. en fait. Ce qu'on voit beaucoup dans les initiatives en cours, comme par exemple pour les salaires minimums, ces choses-là, c'est toutes des initiatives qui sont un peu le prolongement de ce qui a été fait jusqu'à maintenant depuis le 19e siècle. Et l'économie du 19e siècle, c'est plus la nôtre. On n'est plus dans la même société, on est dans une économie mondialisée, ça on ne pourra jamais le changer, on ne va jamais revenir à une production 100% locale. Donc maintenant qu'on est dans cette économie globale, on doit changer le mode de fonctionnement de la société. Au 19e siècle, c'était peut-être possible de garantir le plein emploi, les femmes étaient à la maison, les hommes à l'usine. Et puis il y avait un petit peu d'assistance sociale pour les gens qui avaient un accident puis qui ne pouvaient plus travailler. Ok, bah ça fonctionnait bien. Mais maintenant, c'est plus du tout ça la situation. Maintenant, tout le monde travaille, les hommes, les femmes, les gens doivent se réorienter, changer de métier en cours de profession. Leur entreprise part en Asie, donc il faut chercher un job ailleurs, peut-être se reformer, etc. Les femmes ont envie d'avoir des enfants, mais pas renoncer non plus à leur carrière professionnelle. Donc la société, elle est complètement différente du 19e, et ce système d'assurance sociale qui a été mis en place au 19e siècle, il reste utile, mais il ne peut plus fonctionner tout seul. Il a besoin d'autre chose. Et ce revenu de base, c'est justement ce que le 21e siècle a besoin pour séparer les revenus du travail des revenus de base. Il ne faut pas oublier non plus que la production de base, pour les besoins de base, elle est assurée dans nos pays. La nourriture, l'habillement, tout est assuré. Il n'y a pas de risque de manquer de quelque chose. Une grande partie de cette production est automatisée, en grande partie, et tout, ça roule. Donc ça, il n'y a pas de raison de manquer d'argent pour ça. On en est où maintenant à la récolte de signatures ? Aujourd'hui, on a totalisé 73 000 signatures. Il faut donc qu'elles soient validées. Ça fera un petit peu moins de valider parce qu'il y a toujours un peu de déchets, mais ce qui est déjà pas mal parce qu'on a encore environ 6 mois devant nous. Mais par contre, comme l'a dit Philippe, on compte sur toutes les personnes de bonne volonté qui ont un peu de temps pour récolter aussi des signatures parce que, comme on l'a dit précédemment, on est tous des bénévoles, on n'est pas soutenus par des organisations, des partis, on le fait parce qu'on est des enthousiastes du revenu de base. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que plus on en parle, plus on rencontre de gens qui sont heureux et même fiers de participer. Alors voilà, c'est une invitation à toutes les personnes de la Bourdonnette qui voudraient aussi participer. Qu'est-ce qui se passera une fois que vous aurez posé cette initiative ? Il y aura tout un travail qui doit être fait au niveau de la validation de l'initiative déjà. Donc il y a des commissions qui vont examiner si elle est constitutionnelle ou pas. Ça va passer par les différentes chambres. Donc il y a tout un travail administratif qui va être fait, qui va nous permettre de nous reposer un moment. Et ensuite, une fois que l'objet aura été validé, puis qui devra être planifié pour la mise en votation après, alors là, il y aura un énorme travail qui reposera beaucoup sur les médias, en fait. Il faudra beaucoup informer. Actuellement, ce qu'on remarque quand on fait la récolte de signatures, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est encore. Les médias en ont très peu parlé, donc on passe beaucoup de temps à expliquer ce que c'est. Et ça, s'il y a une initiative, le but, c'est justement de faire parler de ce revenu de base,
d'aller dans les radios, les télévisions, qu'il y ait un débat au niveau des journaux, des partis politiques, etc. Et puis là, il faudra, disons, que des groupes se mettent en place pour animer tous ces débats, pour intervenir. Ce sera peut-être plus nous d'ailleurs, ce sera peut-être d'autres personnes qui feront ça. On n'est pas les pères du revenu de base. C'est quelque chose, c'est une idée qui appartient à la société, donc c'est à la société de porter cette idée. Après, voilà, on espère que le débat va venir. Peut-être juste pour situer les choses, l'AVS qui a l'air d'être quelque chose maintenant acquis pour tout le monde, ça a mis 50 ans à se mettre en place. On a commencé à en parler dans les années 1900 et c'est entré en vigueur dans les années 1950. Donc en Suisse, il a fallu 50 années de discussion pour mettre en place l'assurance vieillesse. Je ne vous parle pas de l'assurance maternité. Il a fallu quelques dizaines d'années aussi pour que l'assurance maternité se mette en place. Alors on espère qu'il n'y aura pas besoin de quelques dizaines d'années pour que le revenu de base se mette en place. On espère que ça va aller plus vite. Par contre, par les exemples qui ont été donnés tout à l'heure, on voit aussi que c'est quelque chose qui peut être mis en place progressivement. On n'est pas obligé de passer du jour au lendemain non plus d'un modèle comme maintenant et puis on se réveille le 1er janvier de l'année suivante dans le nouveau modèle. Ça risque d'être un peu brutal pour l'économie, il y a beaucoup d'ajustements au niveau de la fiscalité et tout. Donc ce qui va certainement se passer, c'est qu'en Suisse, c'est quelque chose qui va se mettre en place aussi progressivement. Mais cette initiative, elle est vraiment là pour faire le déclic dans la tête des gens, que les gens se positionnent par rapport au travail, par rapport aux revenus. C'est quoi le travail? C'est quoi les revenus? Comment je veux vivre ma vie, comment je veux vivre mon travail. Et une fois que cette question-là aurait été posée, je pense qu'on a gagné, quoi. C'est bon. Si je peux juste exprimer un avis un peu divergent de Philippe, c'est pas personnel. Ah, merci. Je pense que lorsque les signatures seront déposées, là, on ne va pas se reposer. Il va y avoir beaucoup de travail, mais sur un plan plutôt de communication et d'information et de créativité, parce qu'à ce moment-là, il faudra faire connaître l'idée, lancer un peu les éléments du débat, et ça sera très intéressant pour toutes les personnes intéressées d'ailleurs de s'exprimer sur la question. Par exemple, les créatifs peuvent faire des petites vidéos, ou des musiques, ou tout ce qu'on peut penser, ou des textes, ou des blogs qui écrire sur la question, et tout ça, ce sera extrêmement important pour alimenter le débat qui aura lieu par la suite. Donc maintenant, où est-ce qu'on peut vous trouver encore plus d'informations? Vous avez un site internet, donc je pense que ce serait peut-être une bonne chose de donner votre adresse. Alors, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur l'initiative, si vous voulez la signer, si vous avez envie de rejoindre des groupes pour récolter, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle revenudebase.ch. Donc là, on trouve toutes les informations. On trouve aussi, si on a envie de regarder un film qui parle du revenu de base, il est aussi disponible en ligne. Je voulais juste ajouter qu'on a aussi une page sur Facebook avec plus de 1300 abonnés, même 1400. 1800. Ah oui, ça a augmenté beaucoup là récemment. Oui, le compteur tourne là. Ouais, on a une page Facebook qui s'appelle Revenu de base allocation universelle, pour ceux qui ont envie de nous retrouver. Et puis maintenant, donc on arrive à la fin. Est-ce que vous aimeriez encore rajouter quelque chose? Une petite conclusion? Je voudrais dire que c'est vraiment ce projet, le revenu de base et cette initiative est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment la première fois qu'on peut débattre sur... On ne parle plus de comment améliorer le système, corriger ceci ou cela, on remet en question le système lui-même. Donc c'est un changement qui est vraiment pratiquement aussi important que ce dont on a parlé avant, l'AVS ou bien d'autres progrès. Et en fait, on a peu de chances d'obtenir des débats sur ces questions avec les acteurs habituels de la politique, parce que les acteurs débattent plutôt de ce qui est connu, enfin de ce qui est aussi possible politiquement. Et pour toutes ces raisons, je pense que c'est vraiment important que cette initiative passe et puis de la soutenir par tous les moyens possibles. Et puis peut-être un mot alors aux habitants de la Bourdonnette. Donc j'ai été actif pendant quelques années dans le domaine de la médiation de quartier. Donc on sait comme ça peut être des fois difficile de s'entendre dans les quartiers. Il y a des situations qui peuvent être tendues économiquement, familialement, c'est pas facile.
Et moi, je pense aux gens qui habitent là et peut-être qu'est-ce que ça leur apporterait, disons, à ces gens-là, que peut-être ils s'imaginent comment ils vivraient avec ce revenu de base, qu'est-ce qu'ils feraient de leur vie, qu'est-ce qu'ils feraient comme choix avec leurs enfants et tout. Je pense que c'est important que les gens ici aussi se posent la question et disent, ben voilà, moi avec ça, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Et je pense qu'une fois qu'ils auront entrevu les possibilités qu'il y a, ils comprendront pourquoi on fait ça. Enfin, moi j'ai envie de dire juste que je trouve que c'est un projet magnifique et qu'en effet c'est un projet qui peut donner à chacun l'occasion de décider et de choisir comment il a envie de vivre sa vie. Et enfin, en tout cas pour moi c'est pour ça que je le soutiens, parce que je pense que c'est important de pouvoir se déterminer soi plutôt que de se laisser déterminer par les conditions extérieures, comme c'est le cas maintenant. On se laisse déterminer par un système économique, par des opportunités ou des absences d'opportunités souvent, alors que là, on pourrait soi-même créer ses propres opportunités. Voilà. Bon, signé. Alors, signez l'initiative pour créer la vie que vous avez envie de créer. Merci.